Hello, Salut Thibaut, on est que tous les deux. attends, je vais enlever le JS. Benjamin. Hello. Salut Benjamin. J'ai coupé le chauffage chez moi, je caille quand même, hein. C'est vrai qu'il a fait très bon la semaine Ouais, dernière. moi j'ai encore un peu chaud parce que je viens de sortir de la terrasse. Donc, il y avait quand même pas mal de soleil. Ouais, effectivement, il fait très beau aujourd'hui. Mais il a raison, Thibaut, il fait un peu frais. Ouais, un peu frais. Mes parents, des tortues de bassin, des tortues d'eau. En fait, l'eau était à 15 degrés depuis quelques jours, donc il a failli les sortir de la serre. Mais en fait, il a fait trop froid depuis 2 jours, donc il a dû les laisser à l'intérieur. On Ouais. s'entend tous à laisser la caméra ou moi je veux peut-être l'enlever. Peut-être pour être sûr que la connexion passe bien, qu'on ne mette pas les caméras. Ouais. Enfin, comme... Ouais, pour ça. Bon, je remets mon délai parce que je me caille. Si tu as Bon, une belle photo de toi, Thibaut, tu peux mettre à la place de ce T là. comment je fais ça? Bah, tu changes dans ton profil, en zoom, profil, et tu mets une photo à la place. Facile. Préférence générale. Voilà, c'est là. Général. Sinon, plus rapide, quand tu es sur le zoom et tu as les 4 fenêtres, dont le T, Et en mon haut à profil. Ouais, mais je sais côté, pas tu as si. 3 petits points qui apparaissent. La fenêtre zoom de base. Ah ouais, masquer les parties par converser. Et en fait, si c'est sur ton nom, sur ton T, tu as modifié la photo de profil. Ok, mais le truc, Attends, c'est excusez-moi. que. Est-ce Oui, que allô? j'ai une photo sur mon Allô? Allô? Oh, Samuel, comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir de t'avoir en ligne. Thierry, tu peux te mettre en Attends, mute? je rentre dans un call là. Je te rappelle dès que ça terminé, ça va pas durer très longtemps. Je te rappelle juste derrière. À tout à l'heure. Salut. Bonjour messieurs. Bonjour. On vous Bonjour. entend un peu de loin, Xavier. Si, Ouais, j'ai des difficultés aujourd'hui pour me connecter. Là, je ne peux pas faire mieux. Là. J'ai mis le haut-parleur Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Genre, Une belle Alors, équipe, non? ouais, on a. Attendez, là, je fais je crois que j'ai entendu Nathalie, j'ai entendu Xavier. Je vois que Pascal est connecté aussi. Oui, bonjour. Et Marc. Marc Tamis, Marc Joly aussi. Et Oui, il y a tout à Marc fait. Joly, voilà, tout le monde est là. Ok, donc ça c'est côté Touchflow. Et côté Bureau Veritas, donc Nathalie et Xavier pour l'instant. Non, et Jean-André. Ah, et Jean-André, j'ai loupé. Oui, Jean-André est là aussi. Alors, est-ce qu'on attend encore du monde de votre côté, Bureau Veritas? Non, Jean-Luc se joindra pas à nous. D'accord. Donc on peut. Ok, juste, je vais faire quelques mots d'introduction. Hugues n'est pas là, pardon. Hugues n'est pas là. Hugues n'est pas là. A-t-il accepté l'invitation? Laissez-moi vérifier. Hugues avait accepté, donc je pense qu'il faut probablement l'attendre. Je vais faire un message. Jean-Luc s'était mis en provisoire, donc je suppose qu'il a peut-être d'autres Non, il vient pas. d'autres priorités à gérer.
Ah, Hugues vient de se connecter. Hein, si je dis pas de Bonjour à bêtises. tous, je vous prie de m'excuser. Bonjour. Salut. Un enchaînement de Bonjour. réunions sans jeu. Alors, on avait fait un tour de table hier et que je pense que d'ailleurs vous avez déjà été en contact avec TouchFlow. Je vais d'abord fixer les objectifs du call, vous expliquer aussi pourquoi on a pensé qu'il serait judicieux d'avoir TouchFlow sur le pont aujourd'hui. Et après, peut-être laisser les gens de TouchFlow se présenter. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une démo de votre environnement Salesforce CPQ de manière à ce qu'on puisse comprendre les processus qu'on aurait à adresser dans le cadre d'un projet sur WalkMe. Donc l'idée, c'est, et l'objectif final est évidemment de pouvoir élaborer une proposition d'accompagnement qui soit en capacité de vous permettre de réaliser l'ensemble des processus tels que décrits lors du call. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'enregistre le call là actuellement pour qu'on puisse s'y référer, nous, dans le futur, pour bien comprendre en fait ce qu'on aura à faire. J'espère que vous y Pas de voyez. problème. Non. Alors ensuite, un point sur lequel je voudrais revenir, pourquoi il nous a semblé judicieux de faire venir TouchFlow aujourd'hui. Premièrement, TouchFlow, c'est un partenaire historique de WalkMe. C'est même le partenaire qui a le plus de compétences et de certifications sur notre technologie aujourd'hui sur le marché français, qui a un très bon retour d'expérience sur des implémentations réussies. Je pense notamment à des Ariane, je pense à des Air Liquide, je pense à des Total, Société Générale. Bref, ils ont déjà beaucoup œuvré sur le marché français sur des implémentations ambitieuses de WalkMe. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils ont été partie prenante du processus et d'ailleurs, c'est eux qui ont réalisé les premières démonstrations auprès de Bureau Veritas. Et la troisième raison, c'est qu'il nous paraît plus adapté. En fait, TouchFlow sera plus en capacité de vous proposer un accompagnement sur mesure en langue française que le seraient nos propres professional services. Donc, c'est la raison. Et puis, en plus, ils seront moins chers en TJM. J'ai retenu le message de Sakina hier. Voilà. De toute façon, TouchFlow, de par leur historique, puisqu'il faut savoir que c'était le partenaire de distribution unique de WalkMe en France avant qu'on ait pu ouvrir des bureaux français de WalkMe. Donc, ils connaissent quand même très, très, très bien la maison. Ils ont évidemment accès à l'ensemble de nos professional services, de notre support. Voilà. Donc, pour nous, ça constitue, il constitue un partenaire privilégié de choix par rapport à ce qu'on a envie de faire avec vous. Okay. Voilà un peu les raisons pour lesquelles on a convié TouchFlow à ce point. Okay. J'ajouterais juste une petite chose à cette, je pense, tout à fait juste introduction et présentation. Le fait que moi-même, Thierry Guénoun, qui est monté donc, la filiale France de WalkMe, je me suis évidemment rapprocher de très près de TouchFlow et de voir un petit peu comment on pouvait travailler ensemble sur un centre d'opération. Il s'avère que les principales grandes références, dont aussi Engie fait partie, pour un accord global avec Engie sur Enterprise et connectivité, c'est beaucoup reposé sur des compétences Salesforce. Donc, il y a Marc Tamis ici présent et puis associé également à Pascal Floch sur la partie business, ont beaucoup œuvré sur l'écosystème de Salesforce en général et beaucoup construit autour de Salesforce. Donc, ce retour d'expérience aussi pourrait être largement partagé et c'est aussi pour cette raison qu'il nous est apparu en continuité de leur travail en amont de les introduire aujourd'hui dans ce call. Voilà. Je vais peut-être vous laisser vous présenter côté TouchFlow. On ne va peut-être pas refaire un tour de table complet parce que je voudrais vraiment qu'on se focalise ensuite sur la démonstration CPQ qui est quand même le vrai objet et qu'ensuite on ait un peu de temps pour discuter de finalement la meilleure approche projet qu'on peut vous proposer. Donc, messieurs de TouchFlow, je vous laisse. Merci pour cette introduction. Donc, Pascal Floch, je connais un certain nombre d'entre vous puisque j'avais fait donc la présentation, démonstration de la solution WalkMe. Donc, je suis associé chez TouchFlow et en charge de toute la partie business développement, commercial entre guillemets.
Marc? Marc Joly, donc moi je m'occupe de la partie pilotage projet. Donc je m'occupe de, voilà, de m'assurer qu'on réalise et qu'on produit bien dans les temps et dans les attentes de nos clients. Et du coup, je travaille étroitement avec Nazline, que vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer après, qui s'occupe de notre équipe de développeurs. Voilà, donc en binôme, on gère toute la partie projet et professional services. Je crois qu'on avait Marc Tamis aussi. Ouais. Oui, bonjour. Donc Marc Tamis. Donc effectivement, je m'occupe surtout de la partie technique et oui, j'ai connu toutes les évolutions de Salesforce, de classique à la nouvelle version Lightning, Aura et maintenant le Web Component. Donc voilà, j'ai ça à partager avec vous. Bien. Hugues, on vous passe la main. Qui pourrait, est-ce Nathalie, vous, Hugues, je ne sais pas qui pourrait prendre la main. Peut-être avec Gendré. Oui. Est-ce qu'on joue une offre assez rapidement? On scénarise un peu le parcours d'une offre et puis on s'arrêtera peut-être sur les étapes un peu clés qui nous semblent nécessaires de soutenir. Yes, pardon, il faut que je me connecte du coup. Ouais. Il est connecté. Voilà. Bon, après, on va être sur des choses qui sont quand même relativement classiques, hein. On peut commencer par le début, c'est-à-dire apprendre à nos utilisateurs à créer, à les accompagner dans la création d'un compte, dans la création d'un contact, basiquement. Ça semble être un cheminement qu'il faudra soutenir, que certains emprunteront ou n'emprunteront pas parce que le compte ou le contact existe déjà. Mais enfin, s'il est nécessaire de le créer, il faudra en tout cas sans doute le soutenir. Hein, alors, je ne sais pas si c'est ça ce qu'on appelle les process, en tout cas, c'est des points qu'il nous faudra soutenir. Compte contact, et évidemment, assez vite, on va tomber sur un process de création d'opportunités. Un process de création d'opportunités qui n'est pas terrible aujourd'hui. Alors, je peux l'expliquer, si ce n'est pas une justification, mais en tout cas une explication. On est sur une instance groupe, et du coup, l'objet opportunité est le fruit d'un consensus international, multifilial, etc. Donc, comme tout consensus mou, on arrive à quelque chose qui n'est pas forcément optimisé, hein. Il y a beaucoup trop de champs pour ce qu'on veut en faire. Donc, on va le jouer tel qu'il est aujourd'hui, avec l'écran qu'on a là, sachant qu'on a en développement là un nouvel écran de saisie des opportunités basé sur des flows qui est en cours et qui permettra d'avoir quelque chose qui soit plus fluide. Mais en tout état de cause, donc ce que vous allez voir là n'est pas le process de création de demain, mais on a évidemment un process de création d'opportunités qui a vocation à être plus simple. Ensuite, on a là le process de création de l'offre, hein, et c'est celui-là qu'on va jouer, qu'on décomposera évidemment sans doute sur le devis, ligne de produit, chiffrage. C'est ça, enfin, je te laisse te mettre en chauffe là. Chiffrage et puis jusqu'à la procédure d'envoi, signature, enfin c'est là qu'on va voir. Vas-y, Jean-André. Je démarre? Ok. Ouais. Je démarre par la création de l'opportunité, le reste c'est du très standard, hein, je suppose. Ah oui, enfin je pense. Hein. Les comptes et les contacts, on va s'en passer. Même l'opportunité, on pourrait, mais bon, ça c'est l'étape. Juste sur les comptes et contacts, évidemment, on est aussi, nous, utilisateurs Salesforce, donc on voit à peu près le process. Ouais. On a mis en place chez nous un action bot, donc une conversation via chat pour faire ça, pour permettre aux commerciaux de le faire très, très vite, alors qu'ils sont même, par exemple, connectés depuis leur email. Donc, c'est des choses qu'on pourrait envisager parce que ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment de valeur de faire une navigation de champ à champ. Et on peut gagner en productivité et simplifier la vie aux commerciaux pour être sûr qu'ils les rentrent bien, quoi. Là, peut-être que je vous le présente, je ne préjuge pas de la meilleure des réponses pour traiter le sujet. Hein. Donc, merci. Je pense qu'on avait vu la démo et on s'était bien dit que ça serait sans doute quelque chose de très utile pour un certain nombre d'usages. Donc, à nous, il faudra sans doute, et vous serez de bon conseil pour nous dire quelle est la meilleure des options pour régler la complexité qu'on a à traiter, quoi. Et on vous laisse la main. Désolé pour l'interruption. Donc,
Je démarre. Donc là, pour l'instant, on est sur le processus classique de création d'opportunités, même si ce que disait Hugues, c'est qu'on va revoir, je ne sais plus si tu le disais, mais en tout cas, on va revoir le process de création de l'opportunité avec un bouton spécifique qui va nous permettre avec un flow, qui va permettre de poser des questions au fur et à mesure, plutôt que d'arriver là sur un écran qui est très standard et donc qui présente tous les champs, même s'ils ne sont pas utiles. Donc là-dessus, on a quand même une piste, même sans parler de WalkMe, on a une piste pour améliorer l'ergonomie. Donc je remplis uniquement les champs obligatoires. Donc typiquement, là, il y a un des points d'ergonomie, c'est qu'il est nécessaire de renseigner un montant, même si en fait ce montant il va être mis à jour a posteriori par la quote, donc ce qui est un peu con. Mais c'est un champ obligatoire. Pareil pour le code produit groupe. Donc là, c'est un code produit interne, hein. Mais qui a la particularité d'être une notion du groupe Bureau Veritas et donc pas connue des utilisateurs France. Et donc aujourd'hui, ils doivent taper le code produit France, à condition qu'ils le connaissent, pour sélectionner le bon code produit groupe qui correspond. En termes d'ergonomie, on paie assez cher ce consensus que j'évoquais. Voilà, d'autant qu'il y a certains utilisateurs qui ne connaissent même pas le code produit France, donc dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de choisir le bon élément, sachant qu'en plus il est obligatoire. Et comment ils font dans ces cas-là aujourd'hui, justement, quand ils ne connaissent pas ce code? Pour l'instant, ils ne l'utilisent pas puisque c'est pas encore, on n'est pas encore live. On n'est pas live. Mais ça risque d'être une difficulté. Donc on a dans le flow qu'on imagine demain, on imagine de le prépopuler au moins avec quelque chose qui est à peu près cohérent, même si c'est pas complètement juste, au moins on aura quelque chose d'à peu près cohérent. En théorie, il pourrait être calculé par l'outil a posteriori avec déduit du contenu de l'offre, du contenu de la quote. Puisque au niveau de la quote, on va le voir tout à l'heure, on choisit des produits d'un point de vue, avec la terminologie Salesforce. Pour nous, ce sont des prestations et c'est une granulométrie qui est plus fine que le code produit. Donc, ça permet de déduire le code produit. Mais cet automatisme aujourd'hui n'existe pas et surtout, on est obligé de le saisir à ce moment-là, alors qu'on n'a pas encore créé la quote. Est-ce qu'il y a un document de référence quelque part que vous avez qui va référencer justement ces codes avec leur signification? Oui. En fait, on a toute une table qui reprend ce qu'on va voir tout à l'heure, qui sont nos prestations. Il y en a un millier à peu près, et chaque prestation appartient à un code produit. Donc, on saurait automatiser le calcul une fois qu'on a saisi les prestations. Mais avant, il faudrait, je ne sais pas si on peut ajouter un automatisme qui permet de sélectionner le bon code produit dès cet endroit-là, en sélectionnant par exemple le code prestation, qui lui est connu de l'utilisateur. Je ne sais pas. Où je pensais donner accès, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec WalkMe, on peut donner accès comme ça à des documents ou à des extraits de documents directement dans le flow. Donc, s'il y avait un document qui référençait comme ça les codes, l'utilisateur pourrait se référer à ce document, mais toujours en restant dans son formulaire, vous voyez, sans avoir à aller chercher autre part. On pourrait peut-être l'envisager sur les. J'avais bien vu ça, effectivement, de renvoyer vers un document de référence qui faciliterait la recherche. Sous format PDF, alors, c'est ça, ou image? Voilà, par exemple, un PDF ou une image comme ça, et nous, on le référencera, et comme ça, l'utilisateur pourra l'avoir à sa disposition directement dans le formulaire. Hein, comme ça, simplement, il peut retrouver cette information. On pourrait aussi mettre une iframe si vous avez un site où il y a une capacité de rechercher les valeurs des codes produits en fonction du nom du produit, par exemple. On pourrait l'intégrer dans une iframe directement sur l'écran Salesforce. Ouais, par exemple, une liste SharePoint. Une liste SharePoint, exactement.
C'est ça que je pensais. Ouais. Aussi, ça Bah, nous alors je parle sous le contrôle de Marc, hein, mais on peut indexer une frame web directement dans une bulle WalkMe. Marc, tu peux Donc, il n'y a pas des entêtes qui empêchent le chargement dans un iframe de SharePoint. C'est plus ça qui peut être un souci. Ou SharePoint refuse de se mettre dans un iframe. Mais ça peut être des paramètres à revoir. D'accord. Donc on va regarder ce qui peut être fait, mais effectivement, c'est un sujet qui peut peut-être délivrer de la valeur là, dans le contexte. Et Ok, par bon. rapport au formulaire la précédent que vous aviez montré, est-ce que vous avez des contrôles sur les champs dans votre application aujourd'hui qui valident telle ou telle valeur, que le champ doit être sous telle forme, ou que la valeur doit être sous telle forme, ou entre tel et tel range, etc. Oui. Oui, enfin. Alors oui, on en a. Enfin, on peut pas forcément l'aller passer en vue, mais il y a des champs Non, contrôlés, bien sûr. d'accord. Alors le problème, c'est que ces contrôles, et on pourra le voir, hein, ces contrôles s'opèrent souvent à la validation de l'écran. Donc Voilà. c'est cet effet cul-de-sac qui nous déplaît beaucoup dans Salesforce. Hein, il faut faire la boulette, aller jusqu'au bout, la constater et puis aller la Vous rappeler corriger. faut rappeler ce qu'on avait montré dans la démo, Oui, c'est bien qu'en sûr. effet, avec WalkMe, on pourrait donc mettre des contrôles au niveau des champs, et ce qui fait qu'en effet, l'utilisateur, au fur et à mesure, on lui dira que voilà, c'est correctement rempli ou pas, etc. On mise dessus. D'accord. Donc ensuite, on renseigne dans ce pavé-là l'adresse. Non, à minima. C'est pareil, il y a des champs qui sont là mais qui ne servent à rien. Ensuite, le pavé construction. Donc ces pavés-là, pareil, on estime pouvoir les renseigner via un flow, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les renseigner dès la création de l'opportunité, puisqu'ils sont affichés uniquement dans certains cas. Voilà. Donc là, il y a certains champs qui auraient besoin d'être obligatoires, mais que dans certains cas. C'est pareil, c'est des trucs qu'on ne peut contrôler du coup que plusieurs étapes plus loin, parce que tout dépend de si dans l'offre, est-ce que dans l'offre on aura du contrôle technique ou du CSPS, donc c'est deux prestations différentes, ou ni l'une ni l'autre, et en fonction de ces cas-là, il y a besoin d'avoir certains champs renseignés ou pas. Donc c'est compliqué de le contrôler à cet endroit-là, puisque l'information, on ne l'a pas encore. En tout cas, l'outil ne l'a pas encore, puisque c'est dans la section des produits qu'on va faire après. Donc là, c'est bon, je crée mon nouveau devis. Là, ils ont rempli juste le minimum de ce qu'ils sont obligés de faire avant de créer le devis, c'est ça? Les deux blocs, adresse et détail de la construction. C'est ça, et le contact que je n'ai pas mis. C'est la maison de John Travolta, c'est ça? Ouais. Oula. Voilà, je clique sur la quote créer. Donc, on crée toujours le devis depuis l'opportunité. Hein. Ça sera toujours ce chemin-là. En tout cas, ouais. Okay. Pourquoi? Vous avez d'autres idées? Parce que parfois, il arrive qu'ils créent un devis depuis l'onglet devis et qu'ils aillent ensuite chercher l'opportunité. Ah, pour lier les deux? Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense que là, on va rester là-dessus. Ouais, c'est pas le processus qu'on a pour l'instant prévu d'installer, ça, ouais.
Donc, on est sur le devis. Alors là, on a des conditions préalables nécessaires qui sont indiquées au fur et à mesure qui sont nécessaires avant envoi au client. On a quelques informations là, le fameux guide de réussite qui nous indique quelles sont les étapes à faire également. Donc la première étape, c'est d'aller ajouter des lignes, des produits. Donc je vais ajouter du contrôle technique. Je paramètre mon produit. Voilà. J'ajoute un produit supplémentaire. Les listes qu'on vient de voir, elles ne sont pas contextualisées en fonction des choix que vous avez faits, ou c'est le cas? Elles sont en partie contextualisées parce qu'elles dépendent de la legal entity, en fait, elles dépendent de la business unit de l'opportunité, qui, elle, est dans une legal entity spécifique et dans une business area spécifique. Et le croisement de ces deux informations nous donne l'éligibilité ou non de l'ensemble des produits. Donc, en gros, il y en a 1000 et quelques en tout, et là, on en voyait 72, je crois. D'accord. C'est des related lists dans Salesforce qui… C'est ça. Conditionné par la business unit. Je ne sais pas si c'est des related lists, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, l'affichage dépend en tout cas de la business unit. Donc là, j'ai ajouté mes prestations. Je peux modifier les prix si je veux, notamment celui-là. J'enregistre. Je peux ajouter un champ de texte complémentaire pour aller mettre des précisions supplémentaires. Donc là, c'est pareil, il est là ce champ, mais du coup, il n'est pas très très visible. Voilà. J'ai potentiellement quelques éléments à modifier ici, comme le délai de paiement. Voilà. Je vais m'arrêter là sur les modifs. Oui, alors il peut y avoir des modifications à réaliser sur les échéanciers. Il peut y avoir On a des là-dessus, modifications un peu tricky quand même. Comme ça, ouais, qui sont un peu tricky, qui à terme ne seront plus au même endroit. Enfin, l'accès en tout cas à ce que on voit là et qu'on potentiellement modifie, qui sont les échéanciers de facturation qui apparaissent dans l'offre. L'accès sera différent, il sera plus direct au niveau de la quote, mais par contre, la façon de les modifier sera vraisemblablement la même. Et donc, pour modifier, par exemple, voilà, on est sur une échéance à la commande qui peut être, en fait, c'est pas à la commande, c'est en phase APD. Et puis, il y a peut-être besoin d'ajouter une autre ligne. Phase APS, 10%.
Et ça, ah merde. Je reviens dessus parce que du coup, ça fait plus 100% le total. Donc, bon, ça c'est pareil, c'est pas terrible de le savoir que maintenant. C'est pas vraiment ergonomique ça. Hein. Voilà. Donc j'ai changé mon échéancier de facturation. Et je peux générer mon document. Donc oui, c'est un peu long. Vous n'avez pas besoin, parce que si je vois que c'est du Conga Composer, là-dessus, il n'y aura pas besoin d'assistance WalkMe dans Conga, je suppose. C'est juste pour éditer et publier le document, non? C'est ça. Non, absolument, ouais. Oups, c'est passé quoi là? Bah, c'est normal, ça rafraîchit. Ah d'accord. Okay. Enfin, c'est normal. C'est normal, mais en tout cas. Ça Voilà. attache le document. Ouais. Ça attache le document dans Salesforce. Oui, il est là. Ouais. L'affichage faisait bizarre à la fin en remote, là, c'était bizarre. Et après, on peut l'envoyer au client. Ou l'envoyer en approbation s'il y a besoin de le faire approuver. Oui, alors c'est ça, il y a quand même d'autres process. Donc il y a le process d'envoi, le process d'approbation interne. Hein. Approbation pas ça interne. Non, mais. On peut le voir, le process d'approbation? On peut le voir. Parce que là, on est dans le cas où vous avez envoyé directement au client la proposition. Ouais. Là, je n'ai pas encore envoyé, mais je peux la soumettre pour approbation. Elle est potentiellement requise, cette approbation. Et donc là, je la soumets pour approbation en cliquant. Attendez. En cliquant ici, en ayant d'abord mis un approbateur. Il y a des règles spécifiques, je suppose, pour définir l'approbateur. C'est en fonction de hiérarchie d'équipe. Non, il y a c'est des montants, c'est des paramètres du user. C'est le paramètre des users. Il y a deux paramètres au niveau du user, mais par contre, j'ai l'impression que je ne peux pas te sélectionner Hugues. Alors, je ne sais pas si parce que tu n'as peut-être plus de droits. C'est-à-dire que là, normalement, l'utilisateur, il n'a pas à renseigner son approbateur. C'est par défaut. Il a à le renseigner. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on est une grande maison quand même. Et si son approbateur n'est pas là, il est quand même souhaitable que son offre parte, donc qu'il trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, Non, mais qu'il y ait un approbateur par défaut, par défaut, et après qu'il puisse le changer s'il n'est pas là. Mais... Alors, ouais, c'est vrai qu'il va sans doute souvent avoir recours au même, et on compte sur une fonctionnalité un peu native de l'outil qui est de dire il proposera systématiquement le dernier qui a été utilisé. Quoi. Tout à fait. Bah, en fait, le droit à valider dépend de ces deux montants. Là, on a Authorized Quote Amount et Authorized Discount ici. Et donc, ça dépend de ça. Et donc, en fonction de ça, j'ai le droit ou non d'approuver. Et par contre, effectivement, le choix se fait à la main. Et j'ai l'impression que je ne peux pas te sélectionner. Hugues, il faudrait que tu regardes toi dans tes paramètres. Ok. Pourquoi je ne peux pas te sélectionner si tu n'as plus de droit d'approbation peut-être. Bon, en tout cas, je ne peux pas le montrer du coup là. Mais bon, en gros, je fais ça, j'envoie à approuver. Et puis Hugues n'a qu'à cliquer sur approuver. Enfin, il a accès à l'offre, bien sûr, et puis il peut cliquer sur approuver. Mais là-dessus, effectivement. Non, il n'y a pas besoin d'assistance pour les approbateurs. Non, c'est vraiment rudimentaire. Hein. C'est rudimentaire et en même temps, c'est pas complètement intuitif non plus, je trouve. Hein. Il ne peut pas y avoir plusieurs allers-retours, par exemple. C'est parce que on peut peut-être montrer ça pour voir où en est la proposition en termes d'approbation.
montrer où on verra où est l'état d'approbation en fait. Bah, ouais, c'est indiqué ici. En fait, si c'est refusé, c'est ici. On sera sur ce stade-là et dans ce cas-là, elle est nouveau modifiable, l'offre. Après, c'est plus la notion d'approbateur. En fait, l'approbateur est obligé d'approuver. Et en fait, du coup, il reçoit une alerte, il clique sur son alerte, il arrive sur une page où on lui demande d'approuver ou de refuser. Et de cette page-là, il peut accéder à l'offre. Donc, il va voir l'offre, logiquement, avant de l'approuver. Et ensuite, il est obligé de retourner sur l'écran d'avant pour approuver. Il peut pas cliquer sur le bouton envoyer au client, quoi. Donc, c'est là où c'est pas très ergonomique. Bon, c'est pas le principal problème. D'accord. Ouais. Et s'il refuse, il est amené à remplir les raisons de son refus ou pas du tout? Il a un champ toujours disponible qu'il accepte ou qu'il refuse. Oui. Là, on pourrait peut-être mettre une règle. Dans le cas où il met valeur refusée, l'amener directement sur le champ où il est censé renseigner la raison. C'est directement dans le process d'approbation, ça c'est bon. D'accord, il est amené sur le bon champ. En fait, non, il a une pop-up, il a une pop-up avec le bouton de validation et il a le champ qui est disponible dans cette pop-up. D'accord, ok. Voilà. Une fois que c'est envoyé, donc je peux l'envoyer. Hein, je clique sur envoyer. Donc une fois que c'est envoyé, le statut change, elle est plus modifiable. Et pour réviser une offre qui a déjà été envoyée, il suffit de cliquer sur ce bouton et de valider ici. Donc ça la passe en révision en cours. Voilà. Donc là, on peut faire toutes les modifications qu'on veut à nouveau. Ok. Ben, moi, j'ai fini. Ouais, on est à peu près arrivé au bout du truc. Merci, Gendré. Donc, après, il y a des fonctionnalités un peu moins standards hein, qui sont lorsque on veut pouvoir modifier vraiment une offre, on va pouvoir la générer en Word. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir passer ce paramètre-là pour dire que le document sera sorti en Word. Et ensuite, une fois qu'il est généré en Word, il y a un process supplémentaire. Je vais vous le montrer. Hein. Donc, je régénère mon document. Là, normalement, il a été généré en Word. Ça rafraîchit tout. Et ensuite, je peux passer pour ce bouton là-haut. Et ensuite, j'ai la possibilité de l'ouvrir en Word ici. Et donc là, une fois que je l'ouvre en Word, je peux faire des modifs dans Word et enregistrer directement les modifications après dans Salesforce. Avant de renvoyer d'envoyer le document au client de nouveau. Où est-ce qu'on voit l'historique des révisions? Alors, l'historique des révisions de chaque...
Même si une fois qu'une révision… Alors, il y a plusieurs documents parce qu'à chaque fois que je génère un fichier, ça en génère un nouveau. Et ensuite, il y a la notion de révision, en tout cas comme nous on l'entend, c'est la révision d'un point de vue du client. C'est-à-dire que c'est une offre qui a été envoyée au client, qui est révisée. Donc, dans ce cas-là, elle est indicée. C'est pour ça qu'on a révision 1. D'accord. Et donc, là, dans ce cas-là, elle annule et remplace la version précédente. Et donc, je peux très bien générer plusieurs documents lorsque je suis à une même étape. Mais au final, il n'y a que le dernier qui sera envoyé au client. Ouais, je comprends. Ok. Ok. Est-ce que lorsque vous faites une révision, c'est pareil, on peut repasser par le process d'approbation ou pas? Ah oui. Bien sûr, ouais. À chaque fois qu'on est en modif, que ce soit en brouillon ou en révision en cours, quels que soient ces deux statuts-là, c'est les deux seuls statuts qui permettent de modifier. Et bien sûr, le process d'approbation est de nouveau accessible. D'accord. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, pour moi, c'est clair. Est-ce que ça vous permet à peu près de comprendre ce qu'il y a accompagné? Ouais. Au niveau de la langue, c'est que français, on est bien d'accord? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des profils d'utilisateurs? Est-ce que vous avez un profil manager, un profil où tout le monde, là, ce qui est envisagé là, c'est accessible à tous les gens qui seront autorisés? Pour l'instant, on n'a pas discriminé les profils. Tout est accessible. On estime pouvoir discriminer au moins la fonctionnalité de Word PDF pour ne pas ouvrir le PDF le Word à tout le monde. À part ça, les droits de visibilité, ils sont gérés par contre en fonction du CD, de la business unit de l'utilisateur. Un utilisateur, il a accès à une ou plusieurs business units. Donc, il ne peut pas aller modifier n'importe quoi. Et donc, sur une offre sur laquelle il n'a pas les droits, il pourra la voir, mais il ne pourra pas la modifier. Il aura le bandeau rouge qu'on voit là, qui pour l'instant n'est pas encore actif. Mais… Ok. Est-ce que, alors je m'interroge complètement, mais j'essaie de trouver les gisements de valeur. Est-ce que dans Salesforce, il y a moyen de collecter, vous avez l'information quelque part qui serait de dire peut-être le prix, le dernier niveau de remise concédé à ce client en particulier. Enfin, j'essaie de voir des choses qu'on pourrait afficher à l'écran qui seraient susceptibles de délivrer de la valeur et faire gagner du temps. Je suppose que quand on n'a pas fait de devis sur un client depuis peut-être 6 mois et que on reprend la main sur le dossier, le vendeur, il n'a pas forcément en tête la politique de prix qu'il a pratiquée. Est-ce qu'il a moyen de récupérer cette information quelque part dans Salesforce? Non. Il a moyen s'il va la chercher, si. Enfin, il a le moyen, il n'y a rien d'automatisé pour le faire. S'il va chercher le dernier devis, il peut l'ouvrir et recalculer ce qu'il recherche, mais il n'y a rien d'organisé pour qu'il puisse le faire. D'accord, mais il n'y a pas de champ apparent, par exemple, sur la dernière quote qui afficherait, j'en sais rien, le niveau moyen de remise ou ce genre de choses? Les champs, on les a, mais on n'a pas encore pensé à c'est pas des champs qu'on a pensé à mettre dans des états particuliers ou dans des related lists ou des choses comme ça, quoi. Ou, je sais pas si related list, mais en tout cas objets liés dans les tables comme ça, on n'a pas forcément mis ce champ-là. Non. D'accord. J'essaie juste de réfléchir à des choses qui feraient gagner du temps à l'utilisateur. C'est quelque chose qui aurait du sens, hein, mais pour l'instant, on n'a pas travaillé ces leviers d'optimisation-là. Hein. Non, ce qui l'intéresse en tout premier lieu, c'est de savoir si on a déjà fait du business avec, quel type de business on a fait. Et l'étape d'après, c'est qu'on a quand même des ventes assez complexes. Calculer des taux horaires ou un pourcentage de remise, comme ça, brut, honnêtement, souvent, ça ne voudrait pas dire bien grand-chose. Sans ouvrir l'offre. Ça dépend des produits. C'est plus des taux horaires qu'il faudrait qu'on ait. C'est ça. Ça, c'est des évolutions qu'on pourra envisager demain avec un peu de maîtrise quand on aura plus de produits qui passent dans CPQ. Quoi.
Après, ce qui peut être intéressant, c'est s'il y a des compétiteurs, s'il y a un champ compétition quelque part. Ça, on l'a, ça. On l'a plus bas dans l'opportunité, on a des motifs de perte, on a des capacités à indiquer effectivement qui sont les compétiteurs. Ouais. Non, je sais pas, j'essaie voilà. On pose des questions pour essayer de voir où est-ce que Ouais, bien sûr. Il y a un point important à avoir en tête quand en général on donne aux prestataires en se rendant compte qu'ils n'ont pas forcément à bien appréhender, c'est qu'on est vraiment sur du mass market pour la plupart des offres qu'on délivre, sur des gros volumes en nombre d'offres, en nombre de clients. L'affaire moyenne pour Bureau Veritas Construction, c'est entre 2 et 3 000 euros. En exploitation, c'est même sûrement moins. C'est moins, oui. Ouais. 1500. Voilà. Et ça dépend des régions. Oui, et en volumétrie globale d'offres produites par an, alors pour l'instant pas avec CPQ, hein, mais on produit, on produit 1300, 1500 offres par jour. Ouais, d'accord. C'est important parce que du coup, le CPQ n'est clairement pas fait pour gérer, enfin, en tout cas, on ne l'a pas designé pour gérer, pour gérer la construction du Philharmonie de la Philharmonie de Paris, quoi. Ouais, j'ai compris. On En saura fait, le faire, mais c'est pas designé pour ça, quoi. ouais, donc la priorité, vous pensez que vous vendriez plus si les vendeurs mettaient moins de temps à faire leur devis? En fait, Je vais être plus direct que ça. Notre business case, il est basé sur une réduction des effectifs administratifs qui aujourd'hui prennent en charge ces offres. Donc, par deux leviers, une vitesse d'exécution de l'offre plus rapide et un meilleur encadrement des pricing, sans recours à des opérationnels ou à des sachants pour venir valider des choses assez basiques. Donc, on a aussi dedans des calculateurs de prix, de l'intelligence artificielle pour des calculs de prix, etc., qui viennent aussi donner de l'autonomie à nos vendeurs sédentaires et nous permettre d'avoir un business case qui est basé sur cette hypothèse. Et du coup, je rebondis là-dessus, ça veut dire que les devis sont relativement simples. Tout à l'heure, quand on a fait les lignes de devis, on a sélectionné qu'un seul type de prestation avec des options. Est-ce que quand vous faites des devis plus complexes avec des regroupements ou pas? Vous savez, On en fait avec des groupes, ouais, pour présenter par exemple plusieurs phases de travaux. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit montrer ou pas? Ouais. Oui, accompagner les regroupements de prestations. Produits, ouais. Ok, donc moi je retiens quand même, hein, vous avez mentionné quelque chose de très important, qui est le fait que vos gains enfin, on va dire, votre retour sur investissement, il est établi sur des gains de productivité pour pouvoir, entre guillemets, réduire les effectifs ou en tout cas les consacrer à autre chose. Donc nous, notre priorité, ça doit être d'essayer de rendre le vendeur le plus efficace, rapide possible sur l'outil. Oui, c'est ça. Et on a deux catégories. Effectivement, vous disiez parler de profit, etc. On a des gens qui vont l'utiliser tous les jours pour produire plusieurs offres chaque jour. Et puis, on va avoir un manager qui, une fois par semaine, 2 fois par semaine, sera amené à produire une offre. Parce qu'elle n'aura pas été capturée par les cellules commerciales dont il dépend. Donc, autant ceux qui produisent tous les jours avec une certaine densité, on pense que malheureusement, ils s'adapteront à un certain nombre de défauts de l'outil. Et par contre, pour les utilisateurs occasionnels, là, on sait que globalement, si on ne veut pas qu'ils se paument et qu'ils y passent un temps fou, et donc ils abandonnent la réalisation de ces offres, il faut les aider en l'état. J'ai une question. Est-ce qu'il faut prévoir un parcours de onboarding pour des gens qui ne sont pas habitués à l'application? A priori, vous dites que c'est une nouvelle application là, qui va être lancée. Donc, vous savez, on vous rappelait, on avait vu ça, on appelle ça le onboarding, c'est-à-dire qu'on présente un peu l'application à l'utilisateur en lui disant là, tu vas trouver la partie validation, là, la partie, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Si on avait le temps, ça aurait sans doute beaucoup de sens. Je pense qu'on va le faire un peu différemment, en tout cas avec le timing qu'on a, qui serait de dire on développe les accompagnements unitaires sur les fonctionnalités qu'on a pu partager. Je dis comment je crée un compte, comment je crée un contact, comment je crée une opportunité, comment je crée une ligne de produit, comment je choisis mes produits, comment je les paramètre, comment je modifie mes prix, etc.
on crée un catalogue et on l'appelle à la demande. Et nous, quand même, on ne va pas lâcher les gens sans accompagnement là-dessus. On va jouer ce parcours. On va jouer, on va le filmer, on permettra de le revoir. Et globalement, il y a des étapes qui vont sauter. Ça, je savais faire, je me rappelle. Et ça, puis j'arrive à l'étape suivante, ça, je ne sais plus. Mais c'est sûr que si on avait plus préparé notre déploiement avec un vrai encadrement, ce serait sans doute mieux. Mais je crains qu'on n'ait pas le temps de faire ça. Parce que ça veut dire donner. Mais après, alors effectivement, bon, l'onboarding, c'est peut-être pas si long, hein, parce que des guides qu'on va établir pour faire des choses, on peut aussi les faire, entre guillemets, tourner à blanc dans le cadre de tâches d'onboarding pour montrer et faire à l'utilisateur une tâche qui sera amenée à répéter plusieurs fois par jour ensuite. Si on peut faire ça, ça a du sens, hein, d'aller jouer à suite. À blanc. On joue à blanc, il clique sur Save, mais en réalité, ça clique sur Annuler à sa place, en fait. Pour éviter de créer un enregistrement faux. C'est pas forcément beaucoup plus long que de créer ce parcours. Okay. Ce qui permettrait à l'utilisateur d'avoir une vision de comment je crée un nouveau devis, comment je mets à jour une offre existante, comment je recherche un client, comment je recherche une offre. Enfin, on pourrait prévoir… J'ai une question là-dessus, justement, sur un process d'onboarding comme ça. Concrètement, dans l'outil, la personne crée un vrai devis, forcément? Il créerait un vrai devis, sauf qu'on l'empêcherait de cliquer sur Save. D'accord. Ou ça peut être un environnement, une instance formation, si vous en avez. Voilà. Justement, c'est un peu la question, c'est que on n'a pas vraiment d'instance formation. Hein. Si, on le fera sur la sandbox. N'est-ce pas, Nathalie? Je crois que c'est ça ce qui est prévu. On va donner des accès à tout le monde dans la sandbox? La sandbox sera réservée pour le training. Normalement, c'est comme ça que c'est planifié. Maintenant, est-ce que ça sera opérationnel tout de suite? L'UAT reste l'UAT. Oui, de toute façon, oui, ça sera un environnement qui sera dédié au training. Maintenant, voilà. Et on peut mettre tout ça sur 2 environnements? En fait, il faudra justement organiser à chaque fois le refresh de tous les environnements dès qu'on aura modifié. Je parle de WalkMe, moi. Et WalkMe, ça fait doubler le nombre de licences. Oui, c'est ça, puisque c'est par URL. Donc non, ça sera… Ah, donc c'est pas possible d'avoir WalkMe sur la sandbox, en fait. Non. Ça, si j'ai bien compris. Si, en payant, si. Non, mais d'accord. Mais… C'est par nombre d'utilisateurs actifs. Si on peut se permettre, vous pouvez, pour le même ensemble d'utilisateurs, gérer des environnements de production, de développement. Toujours dans dans le nombre de licences que vous allez prendre, vous pourrez faire jouer des scénarios en environnement UAT et d'environnement de prod. WalkMe sera déployer le contenu vers l'un ou l'autre, et si les environnements sont ISO, sont les mêmes, ça ne coûtera pas de conception supplémentaire. Ok. D'accord. C'est pareil, c'est à éprouver. L'intérêt de le faire sur la prod, c'est qu'on pourrait faire en sorte que la tâche d'onboarding, elle soit validée, même si l'utilisateur le fait dans le cadre de son métier. Je m'explique. Dans votre parcours d'onboarding, il doit créer un compte, créer un contact, une opportunité, un devis, mettre à jour un devis, enfin bref, tout un tas de tâches. S'il était amené à le faire de lui-même, sans faire appel à WalkMe, le système tel qu'on le décrivait pourrait considérer qu'en fait, la tâche est réalisée indépendamment de son parcours d'onboarding. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il ne serait pas obligé de cliquer sur onboarding il pourrait réaliser la tâche dans sa vie courante et la tâche serait considérée comme réalisée. Oui, c'est un peu comme ça, moi, je l'imaginais. Je m'explique. Vous avez un parcours d'onboarding. S'il suit son parcours d'onboarding, on peut tout définir. On peut dire qu'il il pourrait réaliser, il doit par exemple faire une simulation de création d'opportunités. Okay, ça, c'est sa tâche. Pour qu'elle soit marquée comme complétée, on pourrait faire en sorte que aussi, si il le fait par lui-même pour un vrai client donné, faire en sorte que s'il réalise cette tâche, la tâche correspondante de l'onboarding soit marquée comme complétée. Indépendamment
Ouais, je parcours pense que j'ai d'un compris. SEO. Ok, ouais, d'accord. Oui, mais c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose que ce que tu as en tête, Hugues, toi. Non, non, non. Non, je comprends. Ouais, j'ai compris aussi. Ouais. Moi aussi, ouais. Ouais. Oui, ça peut Oui, avoir du sens. ça peut être En, intéressant. Oui, oui. en gros, s'il a réussi à faire une étape par lui-même, il n'a pas besoin, s'il lance son onboarding, il n'aura plus besoin de passer cette étape-là. Voilà, Ça exactement. valide, c'est ça. Ouais. On crante Il donne un badge. ses progrès, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, ça peut être intéressant. Ok. Ok. Est-ce que côté TouchFlow, vous avez une bonne compréhension là, de l'environnement, de ce qu'il fait, de ce qu'il y aura à faire? Est-ce que vous êtes en capacité d'évaluer une charge de travail? Oui, pour nous, c'est bon. On a merci pour la démonstration. Ça donne une bonne idée. Du coup, c'est effectivement, enfin voilà, c'est une utilisation assez classique. Ça nous donne déjà une idée du découpage, du nombre de guides. Bon, ça sera affiné, mais je pense que là, on a 4-5 guides principaux à faire. Et puis avec peut-être quelques sous-modules, par exemple pour la partie approbation qui reste assez simple, mais qui pourrait être affiné. Donc oui, on a, enfin voilà, on a déjà matière pour vous faire une segmentation et un chiffrage associé. Bon, super. C'est Hugues, je crois, tout à l'heure, qui parlait de timing. Vous pouvez nous redire là, vos timings, là, parce que vous parlez de timing serré. En fait, oui, on a un go live début mai. Mais on a un go live début mai sur un environnement. Alors, un go live assez restreint début mai, pardon. Et puis, 3 ou 4 semaines plus tard, un go live étendu sur une population plus importante. Et ça n'est seulement qu'à l'horizon de fin mai, donc autour de. C'est 25 mai, hein, c'est ça, Nathalie, de mémoire. Pour l'instant, oui. Autour du 25 mai, c'est là où on aurait une population plus globale, plus importante à prendre en charge, sur la base en plus d'un environnement qui aurait été rafraîchi, normalement qui serait dans son design définitif. D'accord. Donc on a un espèce de go live avec un MVP, puis 3-4 semaines plus tard, go live étendu. Donc idéalement pour nous, ce serait à cette étape du 25 mai, être en capacité de faire ce go live, ce vrai go live, sous accompagnement WalkMe. C'est ça notre échéance. En termes d'accès. Pardon, sur le design rafraîchi, vous savez mesurer un peu l'écart par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou pas du tout? Il faut y voir essentiellement une modification des écrans d'opportunité. Donc, on aurait un flow pour la création d'opportunités. Ça, c'est la principale évolution qui est quand même. Cela, du coup, c'est des nouveaux écrans. Et puis, après, c'est des pages qui seraient modifiées, les échéanciers que tu évoquais, Gendré. Attention, Hugues, sur les opportunités, c'est dans le sprint 22, c'est ça? Ouais. Parce que le sprint 22, là, on est en train de regarder le planning et a priori, il sera en production, que je te dis pas de bêtises, juste avant le 25 mai. C'est la date, c'est le 22 mai. Alors, je vais te dire, c'est le week-end, le vendredi juste avant. J'avais imaginé que c'était monté très serré. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-André, vu qu'il n'y a que 3 semaines. Donc oui, merci Nathalie, parce qu'effectivement, c'est une des conditions sine qua non. C'est-à-dire qu'on l'aurait en UAT, peut-être, on aurait ce design à peu près en UAT 15 jours avant le go live étendu. C'est ça, l'UAT du sprint 22, normalement, elle se ferait sur le week-end du 8 mai. En termes d'accès au système, ça va être assez déterminant pour nous, pour qu'on ait une idée du design définitif, voilà, pour pas, lorsqu'on va développer, s'appuyer sur les écrans finaux, quoi. Ouais. Donc, en termes d'accès au système, est-ce qu'on peut y accéder directement si on a un compte ou est-ce qu'il faut qu'on passe par un VPN, un SSO ou autre? Ah non, normalement, alors ça dépend de quels environnements, mais tout peut se faire. En prod, il n'y a pas besoin de VPN. Non, il n'y a pas besoin de VPN. Ok, très bien. Il y a en sandbox non plus d'ailleurs. Il n'y a que l'UAT où il y a le VPN. C'est ça. Ok. Et l'UAT c'est réutilisé donc pour le paramétrage.
Donc, il faudrait qu'on puisse y accéder via ou mettre en place un accès VPN et avoir un compte utilisateur représentatif d'un utilisateur final. Ok. Donc ça, c'est possible. A priori, il faut encore qu'on regarde parce que j'ai eu connaissance d'une procédure pour mettre les VPN pour les contracteurs parce que tout se fait à distance, donc c'était pas forcément prévu au départ. Normalement, en fait, les gens qui interagissent avec l'UAT ont des PC Bureau Veritas et donc il n'y a pas de souci pour avoir des accès du coup dans le réseau interne. Et comme là, ce n'est plus possible, il faudrait que je check, mais normalement, on est en train de mettre en place une procédure pour demander des VPN pour les externes. Ok, très bien. On n'a pas rappelé non plus qu'on souhaite évidemment apprendre à le faire avec vous, acquérir un maximum d'autonomie, parce que ce qu'on veut surtout pas avoir à faire, pour être plus direct, c'est avoir à se taper des PowerPoint pour ensuite devoir refaire ce qu'on vous a vu faire en simulation, hein, le paramétrage qui nous semble quelque chose qui n'est pas beaucoup plus long que de faire des PowerPoint. Donc, de toute façon, si on doit investir du temps, c'est pour aller bâtir du support en version WalkMe. Ça veut dire que là, en fait, on a un créneau, si j'ai bien compris, entre le 8 et le 25 pour pouvoir travailler sur ces designs de guide. Et du coup, il faudrait qu'on le fasse sous un format, peut-être qu'on fasse une base et qu'on fasse toute la partie UAT ajustement avec vous, en fait, pour transfert de compétences. Ça pourrait être pas mal, ça. C'est ça, ce serait le sens de ma demande, oui. En tout cas, en ce qui concerne le transfert des compétences, vous avez un accès à la WalkMe University, qui est un accès qui est inclus dans les licences, qui peut vous donner les bases d'utilisation de WalkMe, le paramétrage, sur un environnement standardisé. Par la suite, ce qu'on peut proposer, c'est vous accompagner sur vos processus à vous, dans votre environnement, et faire un transfert des compétences sur les processus développés. Par la suite. Normalement, on fait ça en direct, mais on va s'adapter à la situation. Ok, en tout cas, ça serait pas mal, ça. Ok, je regarde l'heure, je vois qu'il est 17h. Mais bon, nous, évidemment, on est à votre disposition. Juste pour conclure, là, vous êtes à notre disposition. Donc, je rappelle les échéances. Donc, demain après-midi, on a une réunion d'avancement. Donc, nous, on veut savoir si vous maintenez votre offre précédente avec le onboarding ou si vous intégrez TouchFlow. Donc, pour demain après-midi, il nous faut une offre qu'on puisse comparer avec d'autres lors de notre réunion. Donc, ça, c'est important. D'autre part, par rapport à la réunion que nous avons eue hier, je rebondis sur ce qu'a dit Hugues. C'est bien d'avoir compris combien il fallait de process, mais il faudrait aussi nous dire dans le temps pour lequel on va avoir un transfert de compétences, puisque nous, on souhaite être autonome très rapidement. C'est combien de process faut-il pour que nous, on soit autonome? Et en face, très important, combien de personnes nous devons mettre en face de vous pour faire ce transfert de compétences dans un temps restreint de manière optimale. Et ça doit apparaître dans l'offre. Ça n'a pas changé depuis hier. Donc aujourd'hui, vous avez pris beaucoup d'informations. J'espère que ça sera pour avoir une offre, je dirais, bien détaillée sur ce fameux onboarding pour lequel hier, on n'arrivait pas à savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Alors, pour vous répondre, moi je suis extrêmement à l'aise avec le fait que ce projet soit délivré par TouchFlow. Donc, si vous me demandez une recommandation, ma recommandation serait d'aller plutôt sur un dispositif TouchFlow qui, comme je le disais d'ailleurs dès l'amont du call, me paraît être plus en capacité de vous faire un accompagnement sur mesure. Après, concernant l'échéance de demain après-midi, où une décision doit être prise, pour être assez clair avec TouchFlow, là, je me tournerai vers TouchFlow. Est-ce que vous seriez en capacité de faire une proposition optimisée en termes de coûts
et présentant les charges côté Bureau Veritas avant, en gros, demain midi, quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, là, on a une idée de la segmentation, donc c'est bon, on pourra faire notre chiffrage de développement et on ajoutera la partie transfert de compétences, accompagnement. OK. Excellent. Alors, côté BV, est-ce que ça vous va comme montage? Oui. Oui. Oui, je suis partant pour cette approche. Ouais, très bien. Ok, bon, sachez que de toute façon, sur la durée, hein, vous savez que vous avez l'équivalent d'un CSM chez Walk.me qui est inclus dans le contrat de souscription, hein, d'ailleurs, et qui est aussi un ancien de Salesforce, hein, comme je le disais hier. Donc, au-delà, on va dire, de cette approche projet, il y a aussi quelqu'un qui va être là côté Walk.me pour s'assurer que ce que vous attendez, à savoir augmenter la productivité de vos vendeurs, soit matérialisé sur la durée et qu'on mesure un peu l'impact qu'aura Walk.me sur la durée. Mais ça, c'est en complément, on va dire, de l'offre de TouchFlow. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'en va pas en courant, quoi. Voilà. Bien. On aura une offre de TouchFlow, une offre de Walk.me ou une offre en partenariat. On va recevoir quoi comme offre? Qui sera notre interlocuteur? Aujourd'hui, il y a les trois options. Il y a trois options sur la table. D'un point de vue souscription, vous avez compris qu'il y aura une ligne souscription, une ligne service. Okay. Je pense que, étant donné la conversation qu'on vient d'avoir, vous aurez de toute façon une proposition directe de TouchFlow sur le service. Il faut savoir que dans le cadre du partenariat TouchFlow, TouchFlow a accès à une réassurance côté Walk.me. Donc, quoi qu'il en soit, on ne saura pas, si vous voulez, exclu côté Professional Services du dispositif. Simplement, le lead sera géré par TouchFlow. Il y a quand même un contrôle qualité qui est inclus, auquel a accès TouchFlow vu son niveau de partenariat avec Walk.me. Donc ça, c'est le premier point. Vous aurez une proposition qui sera aux couleurs TouchFlow. Après, pour les licences, TouchFlow est en capacité de vous distribuer dans le même flux les licences de Walk.me. Ou alors, on peut faire une contractualisation Walk.me Bureau Veritas juste pour la souscription. Les deux sont possibles. Après, étant donné le planning, je pense que il faut regarder le plus rapide de votre côté. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, après, on pourra toujours travailler la forme de la contractualisation, mais là, ce qu'il faut, c'est effectivement se mettre en situation d'avoir les éléments pour demain. Et après, on leur donnera la forme qui arrange tout le monde. Si ça vous va. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas. TouchFlow est en capacité, vu son niveau de certification et de partenariat avec Walk.me, ils sont en capacité de délivrer les licences au même prix. La mécanique qu'ils ont de rémunération est plus sur le service et sur les distributions de licences, ça ne fera aucune différence sur les prix de licence. Que le deal soit en direct chez Walk.me ou chez TouchFlow, vous aurez le même prix à l'arrivée. OK. Donc voilà, maintenant, moi je vous laisse un peu, je ne veux pas vous imposer un modèle. Je pense que sur la partie service, pour être honnête, on aura quelque chose de plus sur mesure si on fait appel à TouchFlow. Donc là, moi, je vous ferai quand même une recommandation dans ce sens-là. Sur la partie souscription, c'est peut-être intéressant de faire passer les souscriptions dans le même flow chez vous, de commandes ou le même flow qu'en direct chez Walk.me. Là, c'est un peu à vous de me dire. Mais il n'y aura pas de différence. Les achats sont pas là, mais de toute façon, je pense qu'ils privilégieront une solution avec un seul prestataire, un seul achat. Ça, c'est déjà à peu près acquis, ça. Pour ça. De toute façon, je dois m'entretenir avec les achats parce qu'ils souhaitaient qu'on parle un peu TJM, etc. Je me tiens à disposition de Sakina et je pense que Pascal, côté TouchFlow, pourrait tout à fait se joindre au call et on pourrait discuter en tripartite avec Sakina. On est à disposition. Okay. Sakina reviendra vers vous, il n'y a pas de souci, mais par contre, elle reviendra vers vous quand il y aura une offre. Oui, mais vous aurez l'offre demain, il n'y a pas de souci.
Non, non, bah, ok, on part là-dessus alors. Ouais. L'offre, il faut qu'on puisse, je suppose qu'il faut qu'on puisse discuter avant. À quelle heure est votre comité demain après-midi? Parce que... Il est à 14h. 14h. Ouais. Pascal, Marc, côté TouchFlow, est-ce que ça vous paraît jouable d'avoir une offre? Parce que pour qu'on puisse discuter, il faut que, comme l'a rappelé Bureau Veritas, il faut une offre. Est-ce que ça paraît jouable de prioriser ce sujet pour que vraiment, soit demain matin, première heure, ou encore mieux, peut-être ce soir, une offre puisse parvenir à Bureau Veritas? Pour les licences, de toute façon, Non, mais on enfin, reste sur l'offre si vous voulez, existante. ça c'est nice to have, mais honnêtement, ce qu'il nous faut, c'est un élément de dimensionnement pour la discussion de demain. Et après, les discussions avec les achats vont reprendre. Ouais, non, mais je pense, Donc, voilà, j'imagine on va s'engager à vous faire une offre, vous l'aurez pour demain dans la matinée, parce que malgré tout, non, c'est bon. on avait aussi d'autres choses un peu dans notre Ouais. pipe, mais vous l'aurez dans la matinée, il n'y a aucun problème, hein, et ce sera une offre complète où, comme l'a dit Marc, vous aurez les réalisations, le transfert de compétences, etc., hein, qui sera expliqué. On précisera le périmètre des guides qu'on a vu aujourd'hui, qu'on embarque. Vous aurez tout le détail. Ouais, super. Non, mais déjà, on part là-dessus, et puis après, après, on reprendra les discussions. Mais au moins, on a quelque chose de robuste à présenter pour demain. Parfait. Donc, c'est super. Demain matin, ça sera bon. Ouais, bon, impec. Ok. Écoutez, merci pour votre temps. Il y avait un échange à faire côté sécurité. Est-ce que c'est absolument nécessaire de le faire avant 14h demain? Parce qu'on avait prévu Benjamin pour ça. Donc là encore, hein, on est à votre disposition. Avec un certain Robert chez vous, vous aviez dit hier. Oui, mais je pense que si vous n'avez pas une nouvelle de la part de Jean-Luc. Ouais, non, je pense que ça peut sûrement attendre. Ça devra attendre. Demain, ça va être trop short notice, on ne va jamais arriver à tout faire. On n'y arrivera pas. Donc, ça devra attendre. C'est un élément qui conditionnera, bien sûr, la capacité pour nous à mettre ça en place. Donc, il faudra qu'on fasse bien le tour du problème, mais ça ne conditionne pas les discussions qu'on aura demain après-midi autour de ça. Ok, d'accord. On se tient à votre disposition. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.